d'insister, et je pense que le préambule à toute discussion sur une alternative possible à la prohibition, c'est de garder ça en tête. Parce qu'en fait, le débat, il est profondément un débat de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, à mon avis, suivante, c'est est-ce que l'on souhaite continuer aveuglément une politique qui, depuis plus de 50 ans, a démontré toutes ses limites et surtout tous ses effets pervers, au prix d'une vision morale de la société qui date pour la Belgique de plus de 100 ans, ou souhaitons-nous aller dans une société du progrès, une société qui irait de l'avant, comme Mourica l'a fait d'ailleurs en Uruguay, en proposant de reprendre la mainmise à la fois sur le trafic de drogue, de mettre en œuvre des démarches de santé publique plus pertinentes. Donc je pense que le débat fondamental, c'est quel projet de société on décide pour créer un cadre propice à l'émancipation des gens et surtout à l'expression d'outils d'intervention en matière de santé. Je pense à la réduction des risques, etc. Il y a, et c'est revenu beaucoup dans la discussion aujourd'hui, il y a ce phénomène que la prohibition a créé dans ses logiques répressives, c'est la surreprésentation de certaines catégories de population, à la fois dans le système pénal, mais à la fois dans les statistiques qui remontent, c'est-à-dire à peu près le seul savoir qu'on a en matière de drogue. Puisque le produit est illégal dans une société, comment peut-on envisager ne pouvoir recueillir un quelconque savoir scientifique à partir du moment où les populations dont le seul indice de consommation ou le seul aveu de consommation serait déjà de s'incriminer par rapport à la loi, comment peut-on espérer recueillir des données sur du long terme et sur des populations qui aujourd'hui n'apparaissent nulle part dans les chiffres? Et donc, je pense qu'on peut aussi excuser le toxicologue qui est venu aujourd'hui. Forcément, quand on a la tête dans le guidon et qu'on voit apparaître dans un service que le pire scénario de la consommation de drogue, on a une vision très négative de la manière dont il faudrait gérer la question des stupéfiants. Alors, on m'avait demandé de décrire un peu les différents modèles de légalisation. Ça aussi était pas mal fait. J'avais commencé à orienter mon discours sur des concepts tels que la tolérance, la conventionnalisation, la dépénalisation, la légalisation, la décriminalisation, et je pensais les illustrer avec différentes étapes qu'il y a eu dans différents pays. Alors, je vais brièvement le refaire, parce que ça a peut-être quand même une certaine utilité, et puis ça permet quand même de mettre en évidence certaines dérives dans lesquelles je pense qu'il ne faut pas tomber. Mais avant ça, je voudrais quand même rappeler de quoi on parle aujourd'hui. On parle du cannabis. Le cannabis est une plante qui pousse comme une mauvaise herbe, qui, jusqu'à preuve du contraire, et toutes les études le montrent, est moins nocive que l'alcool. Donc ça, c'est quand même fondamental. Et donc, il y a une dimension très culturelle autour de la consommation de drogue. Donc je pense que quand on pense à un modèle de légalisation, il ne faut pas le penser pour toute la planète. Et donc je pense que l'ONU ne doit pas penser à un modèle de gestion des drogues qui est valable pour toute la planète. On peut énoncer des caractéristiques, par exemple dire que ce n'est plus un délit, ce n'est plus quelque chose qu'il faut incriminer au niveau de la loi pénale, mais chaque pays devrait pouvoir choisir de comment il organise le commerce des drogues. Notamment parce qu'au Maroc, le kiff est tout à fait ritualisé, rempli de codes et ne pose pas vraiment, est transmis de génération en génération, que chez nous, ce n'est pas forcément encore le cas. Et donc tout ça, il faut en tenir compte quand on met un modèle en œuvre. Alors, pour le Portugal l'a décriminalisé, c'est-à-dire qu'en gros, on a déplacé, on n'a plus l'infraction, ne se retrouve plus dans le système pénal. Et ils ont considéré qu'il fallait faire ça parce que c'était un problème de santé publique. Alors c'est très très bien, c'est une avancée énorme, ils l'ont fait en 2001, c'était les premiers, dans un pays à l'époque assez conservateur et qui avait surtout une politique des drogues très répressive, avec des overdoses mortelles assez importantes par rapport à la moyenne européenne, etc. Donc ils ont fait ça. Sauf que, malheureusement, force est de constater, quand on regarde les statistiques de qui passe devant la commission de dissuasion, ben on a une surreprésentation des consommateurs de cannabis. Et donc, quelque part, on se demande si l'objectif n'est pas un peu loupé. Et en fait, on se demande à quel point, et je pense que c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'aspect coercitif de la santé. Je ne pense pas qu'il fasse envisager la santé comme un nouveau moyen de contrôle ou de désapprobation morale d'un comportement. Malgré ça, ils ont des résultats vraiment très impressionnants, puisque baisse des overdoses, la criminalité a baissé, on a un accès facilité aux soins, etc. Donc, en termes de santé, je dirais que pour les autres drogues, on peut éventuellement s'en inspirer. Alors ensuite, on a les pays qui sont les plus avancés. Je pense aux États, maintenant il y a 5 États aux États-Unis qui ont légalisé, et j'insiste, l'usage récréatif de cannabis, pas l'usage médical, parce que je ne parlerai pas de l'usage médical parce que je trouve aujourd'hui scandaleux qu'une démocratie refuse d'administrer un produit prescrit par un médecin alors que le médecin considère que le produit est bénéfique pour le patient. Donc je trouve que là, on ne devrait même plus en discuter, ça devrait être totalement autorisé.
bien entendu. C'est l'usage récréatif qui pose le plus de problèmes, parce que finalement, les conventions internationales, elles régulent le commerce des drogues. Elles le régulent dans un but médical. Il nous faut tous des drogues pour fabriquer de la morphine ou d'autres médicaments. Ce qu'elles refusent, c'est de réguler un marché pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idéologie derrière. C'est quand même un rejet simplement de la notion du plaisir, ou de considérer que l'individu n'est pas capable de gérer son plaisir ou de gérer sa santé. Alors, aux États-Unis, l'objectif, et ça je trouve quand même assez remarquable, il est d'affirmer ces 3 points, c'est de ne pas faire apparaître ou de ne pas mettre les drogues dans la main des enfants. C'est ça qu'ils veulent éviter, c'est que les drogues se retrouvent chez les plus jeunes. Et c'est couper l'herbe sous le pied des trafiquants de drogue. Mais ce n'est pas du tout, leur objectif n'est pas du tout d'agir sur le nombre de consommateurs. Ils considèrent que ce n'est pas le mandat que les électeurs leur ont donné, que les citoyens leur ont donné. Donc, ce n'est pas du tout une orientation, on va faire ce modèle parce que ça va probablement diminuer. Et de toute façon, on le voit très bien au niveau international, quel que soit le modèle de gestion politique de la consommation de drogue, ça n'influence pas tellement le nombre de consommateurs. Alors évidemment, si demain on légalise, on va avoir plus de consommateurs, mais forcément, vu qu'il n'y a plus d'incrimination, ces gens vont oser parler et oser se montrer. Et c'est là tout l'intérêt de la légalisation. L'intérêt de la légalisation, c'est de créer un contexte de confiance, un contexte qui va permettre à nous, citoyens, de nous réapproprier cette question des drogues. Parce que la prohibition, qu'est-ce qu'elle a induit? Elle a induit que quand vous aviez éventuellement un soupçon de consommation de drogue au sein de la famille, eh ben, on n'en parlait pas. De toute façon, pourquoi parler de ça? C'est interdit, c'est la loi qui gère ça. Or, libérer ça, ça va permettre de libérer la parole, ça va permettre d'avoir des approches de prévention, et des approches de prévention qui vont non pas être mobilisées sur un discours de la peur, mais vont être mobilisés sur un discours crédible pour les usagers. Parce que, bon, je ne sais pas, mais il y a parfois des images qui font sourire. Le problème parfois du discours prohibitionniste, c'est qu'il n'est pas crédible, évidemment, parce qu'il ne correspond pas à la réalité des consommateurs. Et quand vous allez dans un collège faire une séance de prévention et qu'avant on vous dit « insistez bien sur les dangers », vous pensez bien que des gens de 15 ou 16 ans qui consomment du cannabis depuis quelque temps, de temps en temps, leur parler uniquement des dangers, ça ne représente rien pour eux. La mort, eux, elle est très loin, et donc votre discours est très peu critique. Donc je trouve que ce serait intéressant de pouvoir oser parler des vertus des drogues. Déjà pour casser la barrière et établir un lien de confiance. Parce que finalement, il ne faut pas l'oublier, les gens ne consomment pas de drogue pour se mettre la tête dans le caillou. Au départ, ils consomment des drogues parce que ça leur procure du plaisir. Et un État a la responsabilité, à un moment donné, d'exercer un contrôle sur ces produits. Surtout à partir du moment où rien ne justifie leur interdit en termes de nocivité. Et ça, on peut continuer à noter. Hein. Le discours aujourd'hui le plus prohibitionniste, c'est puisqu'on ne peut pas prouver que ça fasse des overdoses, la consommation de cannabis n'a jamais provoqué d'overdose, on essaie de nous faire croire qu'ils veulent nous rendre fous. Alors, comment s'organise la légalisation aux États-Unis? Eh bien, l'État, parce que c'est quand même une régulation par l'État sur un modèle plus libéral, parce qu'on a ouvert la porte à certains entrepreneurs qui peuvent ouvrir des dispensaires, mais l'État régule quand même assez strictement le commerce, puisque c'est elle qui va délivrer les licences, que pour obtenir la licence, il faut quand même respecter un cahier des charges en termes de publicité, de grandeur du local, de localisation du local, un tas de choses comme ça. Et une fois ouvert, l'adulte résident. Je prends le modèle du Colorado parce que c'est le plus emblématique, c'est le premier qui a légalisé. Et il peut acheter jusqu'à 28 grammes. Ils ont aussi ouvert la porte aux touristes de la drogue. Ça, c'est probablement la vision libérale. Moi, j'ai absolument rien contre le tourisme. Parce que, et vous demandez au maire d'Amsterdam, il n'a absolument rien contre le tourisme parce que ça fait du tourisme, il faut bien y penser, ça fait du tourisme 12 mois sur 12. Peu importe qu'il vente ou qu'il neige, ce genre de tourisme, il s'en fiche qu'il y ait du vandalisme. Donc, ça fait tourner plein pot l'industrie du tourisme. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu à Amsterdam, tout à coup, wow, un désastre sanitaire avec le cannabis, et ça fait longtemps que ça dure. Donc voilà, je ne veux pas banaliser le cannabis. Effectivement, c'est un produit psychoactif, donc dangereux, comme tous les produits, et tout est dangereux. Donc je pense que le débat, à la fois, il est sur les dangers, et comment on peut mieux éduquer par rapport aux dangers, et comment on peut limiter les risques, mais je pense que plus fondamentalement, il est sur un modèle de valeur. Et qu'aujourd'hui,
c'est penser un nouveau projet de société. Et c'est ça qui fait plaisir que le Parti Socialiste se ressaisisse de cette question, c'est parce que finalement ça colle très bien, c'est une notion de progrès, c'est avancer dans du progrès. Alors effectivement ça va être difficile avec notamment la pression de certains partis plus radicaux de droite qu'on connaît maintenant en Belgique d'ailleurs à ce propos. Nous on a appris, je ne sais pas si d'autres ont cette information, qu'une nouvelle directive est en préparation et elle est même déjà préparée avec Catherine dans la parole. Donc voilà, donc ce qu'il est important aussi de se dire, c'est que quand on envisage un nouveau modèle, il est important que ce soit inscrit dans la loi, et notamment en Belgique, et on le verra avec le Uruguay, c'est ce qui se passe, qui a failli se passer aussi, c'est qu'au changement de majorité politique, il ne faut pas que le projet soit balayé, puisque c'est un projet qui doit être mis, il va prendre quand même plusieurs mois à se mettre, plusieurs années à se mettre en œuvre. Alors, en Uruguay, là ça a été vraiment le tout premier pays au monde à déclarer qu'ils allaient légaliser l'usage et réguler l'usage du cannabis. C'était dans une logique aussi de politique de progrès. Hein. Il a pris des mesures non pas seulement sur le cannabis, mais sur d'autres choses, le mariage gay, etc. Donc c'était une volonté vraiment d'inscrire dans l'histoire l'Uruguay comme un pays progressiste. Alors malheureusement, à ce stade, le bilan, moi aux dernières nouvelles, je n'avais pas encore pu constater que le cannabis avait été distribué en pharmacie. Donc le projet, c'est de faire une distribution jusqu'à 40 grammes par mois en pharmacie, mais aussi prévoit la possibilité aux citoyens de se regrouper en cannabis social club, faire pousser jusqu'à 99 plants par an, avec un nombre maximum de 45 membres dans le club. Et aussi la possibilité donnée aux citoyens, le simple citoyen, de cultiver jusqu'à 6 plants par an. Alors ça a fonctionné tout de suite, évidemment. Ce qui prend du temps, c'est justement l'acceptation des licences et de trouver des sociétés qui vont pouvoir exploiter pour le compte de l'État la substance, parce qu'il faut un investissement de base d'1,5 million $. Et alors aussi, il faut savoir, et c'était quand même très courageux de Moufrika, parce qu'en fait, la population n'approuvait qu'à 40% le projet de légalisation. 60% de la population uruguayenne y était opposée. Et les pharmacies avaient un problème d'éthique par rapport à la délivrance du cannabis, dans la mesure où ils considéraient que ce n'était pas leur rôle, en tant qu'acteurs de santé, de vendre un produit nocif. Ce à quoi, évidemment, les antiprohibitionnistes, quand on dit votre pharmacie est pleine de médicaments, ça tient dans votre argument. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait que 50 pharmacies dans tout le pays qui étaient d'accord pour vendre et distribuer ce cannabis. Donc je n'ai pas les toutes dernières nouvelles. Je ne suis pas certain qu'on puisse aller déjà acheter en pharmacie en Uruguay. Par contre, on a déjà recensé plus de 500 cannabis social club. Entre-temps, à la fin du mandat de Moufrika, le projet n'était pas encore implanté. Il y a eu de nouvelles élections. C'est de nouveau la gauche qui a gagné les élections, mais c'est Vasquez Tabaré qui a été élu président, et lui c'est un cancérologue qui a été assez, qui avait fait la une dans les années 2000, je crois que son mandat c'était 2005, il avait fait une campagne anti-tabac qui lui avait valu un procès de Philippe Maurice. Et donc sur cette question du cannabis, il n'était pas le plus enclin à soutenir le projet, mais forcément, parce que c'est le même parti, il a dit je ne mettrai pas des bâtons dans les roues, mais je vais nommer une commission qui est censée évaluer l'impact que ça pourrait avoir au sein de la population. Et c'est vrai que les travaux de cette commission ont pris du temps, mais ça a mis un peu un coup de frein sur le développement du projet. Donc à ce stade, et c'est dommage, mais il faudra encore un peu de temps, on n'a pas vraiment, c'est très difficile, en tout cas depuis ici, de trouver déjà des évaluations de l'impact. Alors on en trouve, mais je ne peux pas, parce que c'est pas scientifique. On remet toujours cette question, la politique n'a pas d'influence sur le niveau de consommation, et c'est ce qui semble ressortir. C'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête quand même auprès des jeunes, mais les jeunes ne sont pas concernés par la légalisation, puisque c'est à partir de 21 ans aux États-Unis. Et jusqu'à présent, la consommation est relativement stable. Chez les personnes adultes, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est qu'on nous dit que ça n'a pas eu d'impact. Moi, personnellement, je suis tout à fait partisan du fait que, quel que soit le modèle de gestion, on ne va pas créer des consommateurs. Ça, c'est une évidence. Mais je pense quand même qu'on va avoir un effet, parce que forcément, les gens ont une raison de dire qu'ils ne sont pas consommateurs, de mentir sur leur consommation à partir du moment où ce n'est plus incriminé. Alors, évidemment, je suis un peu brouillon, parce que...
éradiquer, de limiter la consommation, certes avec l'objectif de couper l'herbe sous le pied du trafic de drogue, quoique il trouvera de toute façon des niches pour se recycler, et il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Donc je ne pense pas que ce soit non plus l'argument principal. L'argument principal, pour moi, est un argument de responsabilité. Il faut tenir compte et faire évoluer des lois en fonction d'une société. C'est-à-dire qu'une loi, pour qu'elle soit reconnue légitime, il faut qu'elle corresponde à un comportement. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Puisqu'on ne peut pas le faire, il faut quand même que les citoyens considèrent une loi comme légitime. C'est le seul moyen qu'on ait pour qu'ils la respectent. Or, aujourd'hui, si on regarde les statistiques, les consommateurs de cannabis, la loi, ils s'en fichent, ils consomment, et je vous dirais même qu'ils ne militent plus parce qu'ils trouvent de la bonne herbe, pas cher, même mieux qu'en Hollande, parce que depuis que la Hollande a introduit le weed pass, ben, les prix ont monté et les producteurs qui fournissaient les coffee shops sont venus s'implanter juste derrière la frontière en Belgique, parce qu'en Belgique, on n'a pas les avions pour détecter les émanations calorifiques des gens, tandis qu'en Hollande, ils l'ont, donc ils ont fait ça, et donc, voilà. Ce qui est pour moi fondamental, et c'est là qu'on rentre dans une vision humaniste, et c'est là qu'il faut quand même dénoncer la prohibition comme étant une politique criminogène et strictement raciste pour le contrôle social. C'est que l'idée principale est quand même à un moment donné, quand on identifie un comportement, que ce comportement ne présente pas plus de risques, en tout cas que l'alcool, crois-moi, je ne voudrais pas tomber dans un soi-disant discours de banalisation, eh bien, il faut mettre en œuvre un modèle qui va permettre à chacun de pouvoir exprimer son droit à la santé, et surtout, il faut faire confiance à l'individu. Et quand je dis qu'il y a une surreprésentation d'une certaine catégorie d'usagers parmi le savoir qu'on a qui va influencer nos politiques, c'est aussi pour dire que finalement, le consommateur qui aujourd'hui n'a pas de problème avec sa consommation, c'est pas pour lui qu'il faut légaliser. Il faut légaliser pour celui qui est stigmatisé par une politique, par celui qui passe dans la voie pénale et celui à qui on va alourdir la condition en lui donnant encore des incriminations en plus et des peines en plus. Donc en fait, c'est une politique qui tienne compte vraiment des plus faibles. Et donc c'est là qu'il faut mettre une politique en œuvre pour aider les populations à reprendre le contrôle à la fois sur leur consommation, mais aussi sur leurs droits. Et donc en fait, il faut toujours garder à l'esprit la notion, outre le droit à la santé, le droit à la dignité. Voilà, je pense que... Je sais pas comment je...